Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée au centre d'appel comme un secteur d'activité dans lequel j'ai travaillé quelques années, plus de 5 ans. J'ai décidé de faire cette vidéo en fait pour partager quelques informations avec les jeunes et toute autre personne qui désire travailler dans ce secteur d'activité dans l'objectif de partager quelques informations. Quand on parle des centres d'appel, on parle globalement du télémarketing, c'est le domaine qui englobe cette activité. Télémarketing, c'est un mot qui englobe deux mots. On a le télé, ce qui fait référence au téléphone, et marketing. Télémarketing, donc, c'est une modalité d'action par laquelle le vendeur utilise de manière systématique le téléphone pour entrer à distance sans déplacement au prix d'un faible coût en relation directe avec un nombre potentiellement très élevé de prospects ou de clients. C'est pour ça qu'on utilise le téléphone dans les relations commerciales, parce que ça permet d'avoir un contact direct sans déplacement et avec un faible coût. Ce domaine lui-même, télémarketing, fait partie d'un autre domaine qui s'appelle le marketing direct, puisque ça nous permet d'avoir une relation directe avec le client ou le prospect. Cette utilisation, c'est l'utilisation professionnelle de l'outil de téléphone dans sa dimension commerciale. C'est une utilisation qui est structurée à partir de méthodes et de techniques bien précises. Donc il y a une manière de faire et qui est organisée autour d'une véritable stratégie d'action. Donc c'est l'utilisation des centres d'appel ou bien le téléphone dans sa dimension professionnelle comme un outil de relation commerciale. C'est une utilisation qui est organisée dans le cadre d'une stratégie commerciale et marketing dans l'entreprise. Le télémarketing donc comprend l'ensemble des techniques de communication interpersonnelle. Donc on parle d'une architecture technologique, c'est le couplage télécommunication informatique. Dont l'objectif c'est de créer, de consolider ou de renseigner la relation humaine distante. On peut l'utiliser dans le cadre du B2B, c'est-à-dire entreprise à entreprise, ou bien le B2C, entreprise à particulier. Si vous êtes destiné à travailler dans un centre d'appel qui fait par exemple de l'émission, d'appel, c'est-à-dire vous allez appeler des gens, soit vous allez appeler les professionnels, là vous êtes dans une logique B2B, entreprise à entreprise, soit vous allez appeler les particuliers, là vous êtes dans une logique de B2C, c'est vous allez contacter les particuliers, c'est entreprise à particulier. Comment? C'est en contactant directement les clients ou les clients potentiels, c'est-à-dire les prospects, dans le cadre d'opérations d'émission d'appel. Donc soit il y a l'émission d'appel, soit la réception, en recevant des appels de la part des clients ou bien des prospects. Le télémarketing permet à l'entreprise d'une manière plus globale de s'informer, de connaître ses clients et les prospects, d'être à l'écoute des besoins de son marché, ou bien d'informer les clients et les prospects, de se faire connaître, de faire connaître ses offres et ses services du plus grand nombre de consommateurs potentiels. Les centres d'appel, donc c'est quoi un centre d'appel? C'est tout simplement un ensemble de moyens humains, immobiliers, mobilier et technique qui permettent de prendre en charge la relation à distance entre une marque et son marché. Donc ça peut être soit de l'émission d'appel ou la réception d'appel ou bien le back-office. Il y a des centres d'appel qui font que le traitement des emails par exemple. Le centre d'appel, ça peut être soit internalisé ou bien externalisé. Je donne l'exemple du centre des renseignements téléphoniques de Maroc Télécom. Quand vous appelez, je pense, le 160, je pense que c'est un centre d'appel qui est internalisé, c'est-à-dire vous aurez affaire avec les téléconseillers de Maroc Télécom. Soit ça peut être un centre d'appel externalisé, comme le cas par exemple d'un opérateur télécom français qui a décidé de confier le service client à un centre d'appel au Maroc. Donc les clients de cet opérateur Télécom France, quand ils vont contacter leur service client, les appels seront redirigés vers le centre d'appel
marocains. Donc c'est des téléconseillers qui travaillent avec une boîte marocaine, mais qui vont traiter les appels d'un opérateur télécom en français, qui vont se présenter comme étant un service client délocalisé, mais au nom de cet opérateur en France. Aujourd'hui, donc, il y a des entreprises qui préfèrent internaliser leur centre d'appel pour des soucis de qualité, de confidentialité. Comme vous voyez sur la photo, donc ça c'est le concept des centres d'appel. Donc ça peut être des positions comme ça peut être aussi des rotondes. Un centre d'appel, comme on a dit, donc il peut traiter soit des appels entrants ou bien des appels sortants. Dans le cadre par exemple du service client, donc le service client traite les besoins des consommateurs existants afin de les satisfaire. C'est majoritairement de l'assistance sans priorité donnée aux ventes. Et nous avons le service commercial entrant ou bien le développement commercial sortant. Pour le service commercial entrant, il développe le chiffre d'affaires pour des consommateurs qui font eux-mêmes le premier pas. C'est-à-dire c'est des appels entrants, c'est majoritairement des activités impliquant une vente. Et pour le service commercial sortant, il développe le chiffre d'affaires sur des consommateurs qui n'ont entrepris aucune démarche. C'est majoritairement aussi des activités qui impliquent une vente. C'est dans le cas d'appels sortants. On va voir ces activités une par une. Donc le service client, ça peut être de l'assistance technique, de la gestion de compte ou bien la gestion des réclamations. Pour le service commercial entrant, ça peut être soit de l'acquisition, prise de commande, de la rétention. Et pour le développement commercial sortant, ça peut être soit de la télévente, de la gestion de portefeuille B2B, de la fidélisation, de la rétention, du recouvrement, ou bien d'autres activités connexes comme la qualification de fichiers, la détection de projets, la prise de rendez-vous ou bien la création de trafic. Donc pour le service client, dans le cas par exemple d'assistance technique, c'est des clients qui vont appeler. Donc là on est dans une logique d'appel entrant. Donc c'est des gens qui vont appeler des clients, qui vont appeler leur service client pour une assistance technique, pour résoudre des problèmes techniques sur les produits. Ça peut être soit un appareil défectueux, le client n'a pas de tonalité, dans le cas d'un client d'opérateur télécom, soit ça peut être des coupures. Ça peut être le cas par exemple d'un opérateur télécom français, par exemple Orange avec sa Livebox, donc qui a décidé d'externaliser par exemple ce service au Maroc chez un centre d'appel marocain. Les téléconseillers vont recevoir des appels après une formation, donc vous serez d'abord formé sur le produit et après vous allez recevoir les appels pour aider les clients à gérer leurs problèmes. Ça peut être un client par exemple qui n'a pas d'internet pour X raisons, donc il va prendre son téléphone, il va appeler, il va vous dire voilà j'appelle, j'ai une coupure d'internet. Vous avez des outils, un ensemble de logiciels sur lequel vous allez être formé pendant la période d'intégration au centre d'appel pour pouvoir utiliser ces outils. Vous allez diagnostiquer la situation pour aider le client à résoudre son problème technique. Donc ça peut être un problème que vous allez résoudre tout de suite, vous allez débrancher, rebrancher, vous allez configurer le modem, etc. Soit ça peut être un problème qui nécessite de passer à d'autres services. Et vous allez être formé par rapport à tout ça. Généralement, c'est des appels qui prennent plus de temps avec plusieurs outils à utiliser. Ça peut être aussi dans le cas du service client de la gestion de compte sur les clients à produits très techniques. L'objectif c'est d'assister les consommateurs sur la gestion de leur compte et sur les offres et options en cours de validité. C'est le cas d'un client par exemple chez un opérateur télécom, il va vous appeler pour changer son forfait par exemple, ou bien il veut changer une option, rajouter une option, il veut comprendre sa facture, il veut effectuer par exemple un règlement, ou bien il veut demander un remboursement pour une interruption de service. Ça peut être aussi un appel entrant pour la gestion des réclamations.
Donc, ou toute autre demande d'information, le client il vous appelle dans le cas d'un service où il a commandé un produit sur internet, il n'a pas encore reçu, il a un numéro de téléphone pour le service client, il va vous appeler pour demander la date de livraison, il veut demander le retour d'article. Il veut aussi faire une rétractation. Une rétractation, je ne sais pas si ça existe en France, au Maroc. En France, quand un client, par exemple, souscrit un abonnement chez un opérateur télécom, pour une durée, par exemple, on va dire pour une durée d'un an, il a, je pense, une semaine, si je ne me trompe pas, au plus, de rétractation. Ça s'appelle un délai de rétractation. Ça veut dire quand dans ce délai, le client il a la possibilité de changer d'avis, de résilier son abonnement avant qu'il soit engagé. Ça peut être aussi un appel dans le cadre du service après-vente. Donc c'est généralement les cas que vous pouvez traiter dans le cas du service client. Dans le cas du service commercial entrant, ça peut être de l'acquisition. C'est pour ouvrir les comptes, vendre les produits aux clients qui appellent. Donc le client a reçu un email marketing ou un prospectus. Il appelle pour souscrire à un produit par exemple. La prise de commande, c'est pour effectuer la commande pour un client qui appelle. Souvent essayer en plus de réaliser une vente additionnelle. Donc le client il tombe sur une offre sur internet ou sur un prospectus, il appelle le service client pour passer sa commande. Il a passé sa commande. Le conseiller a la possibilité de faire d'autres ventes additionnelles pour atteindre ses objectifs. Ça peut être dans le cadre de la rétention, c'est un client par exemple qui appelle pour résilier un abonnement. Donc là, on va essayer de le retenir, de le fidéliser. On va lui proposer d'autres offres spéciales. On va lui proposer peut-être des remises, un avoir, des réductions pour qu'on puisse le retenir. Pour le développement commercial sortant, vous avez le cas de la télévente, c'est-à-dire vous allez appeler, donc soit dans le cadre du B2B, appeler des entreprises, au B2C, vous allez appeler des particuliers, dans l'objectif de vendre des offres, des produits, des abonnements à des consommateurs ou à des prospects en les appelant. Le plus généralement, c'est des campagnes d'appel sur un fichier client à un prospect. Ça veut dire que vous êtes sur votre position, vous avez été formé sur le produit, vous avez un script. Le script, ça veut dire c'est comment vous allez entamer la discussion, le dialogue, l'entretien de vente avec le client. Donc vous allez les appeler pour proposer, pour vendre. Et c'est de la vente, c'est carrément de la vente. À la fin, vous allez demander peut-être au client de payer avec sa carte de crédit ou de vous envoyer un spécimen de chèque ou ça dépend de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Ça peut être aussi de la gestion de portefeuille B2B, vendre des offres ou bien des produits à des clients professionnels tout au long de l'année sur des portefeuilles stables gérés par des commerciaux. C'est le cas par exemple si vous travaillez pour un opérateur télécom et que cette entreprise, vous avez une entreprise qui fait partie de votre portefeuille client qui est équipée d'un ensemble de lignes téléphoniques pour ses employés. Donc tout au long de l'année, tout au long de la période d'engagement, vous gardez contact avec ce client, il fait partie de votre portefeuille. Peut-être vous allez rajouter des lignes, des options. Chaque commercial a une certaine autonomie pour organiser son travail de développement sur son portefeuille. Ça peut être aussi de la fidélisation, vendre des offres, des produits à des consommateurs avec une action de réengagement. Ça veut dire que vous avez des clients, vous travaillez pour un opérateur télécom, vous avez des clients qui sont abonnés, ils ont un forfait, vous avez des dates de fin d'engagement. Une fois cette date s'approche, vous les contactez pour proposer un réengagement pour les fidéliser. Pour le développement commercial sortant, nous avons aussi de la rétention. Donc appeler les consommateurs dont on sait qu'ils veulent résilier leur offre pour les convaincre de ne pas le faire, comme je viens d'expliquer. Nous avons aussi des opérations de recouvrement. Si vous travaillez par exemple pour un centre d'appel qui bosse pour un organisme de crédit, donc vous allez appeler les clients qui ont des impayés pour leur faire régler leur arriéré de paiement.
Ça peut être aussi dans le cas d'abonnement, mais généralement le recouvrement, on travaille pour des organismes de crédit. Et à chaque fois que vous réalisez des recouvrements, vous avez des primes. Vous avez d'autres activités connexes comme la qualification de fichiers. Je vous donne l'exemple toujours de l'opérateur télécom. Vous avez une équipe commerciale qui doit vendre des abonnements. Et là, avant, pour que l'équipe commerciale ne se déplace pas, de ne pas faire le porte-à-porte et de perdre du temps, de l'énergie et aussi des frais de déplacement, il y aura une équipe qui va faire d'abord de la qualification de fichiers. Vous avez un fichier de prospects où vous avez que les numéros de téléphone, les noms des entreprises, peut-être les noms des gérants, leur secteur d'activité. Vous les contactez, vous leur posez un ensemble de questions pour savoir qu'est-ce qu'ils ont comme abonnement, est-ce qu'ils sont déjà engagés, quels sont leurs besoins. Donc c'est un ensemble de questions prédéfinies. Il faut récupérer les réponses. Là, vous avez un fichier qualifié, vous le transférez à l'équipe commerciale. Et là, le commercial, avant qu'il se déplace, il sait qu'est-ce qu'il va proposer à l'entreprise parce qu'il a déjà un ensemble d'informations. Il sait que cette entreprise, ça ne sert à rien de la contacter puisque ils ont des abonnements, ils sont toujours engagés. Il sait, de toute façon, il a un ensemble d'informations qui va l'aider dans sa démarche commerciale. Ça peut être dans le cas de détection des projets. Ça veut dire vous allez appeler pour sonder sur l'intérêt et le besoin d'une offre pour déclencher un rendez-vous avec un commercial. Ça peut être de la prise des rendez-vous. C'est toujours pour éviter à l'équipe commerciale de se déplacer, de faire du porte-à-porte, pour éviter un ensemble de coûts. Vous appelez, ça peut être le B2B ou le B2C, vous proposez un produit à un client, vous détectez qu'il est intéressé, et là vous prenez un rendez-vous et c'est le commercial qui va se déplacer pour concrétiser la vente. Ça peut être de la création de trafic, ça veut dire on appelle pour inviter à un événement tel qu'un salon. Une entreprise va organiser un salon ou des portes ouvertes, on va appeler des gens pour les inviter pour créer du trafic. Donc généralement, c'est l'ensemble des opérations pour lesquelles un centre d'appel travaille. Il faut aussi savoir que les consommateurs ont des attentes qui sont très différentes. Le consommateur veut être écouté et compris rapidement. Il veut avoir un interlocuteur professionnel, il veut être conseillé, pris en charge, il veut avoir un échange agréable. Il veut aussi être assuré de la disponibilité de son service client. Il veut avoir un interlocuteur, il ne veut pas perdre de temps. Ça peut être aussi un consommateur qui est novice sur le produit, dispersé, un client bavard, c'est un nouveau consommateur, ça peut être un consommateur timide, ça peut être un ancien client qui a beaucoup de connaissances, ça peut être un client pressé, en colère. Donc, normalement, un téléconseiller, il fait face à différentes situations, différents types et profils de consommateurs auxquels il doit s'adapter. Ces consommateurs, ils ont des attentes qui sont très très différentes et le téléconseiller donc doit faire face à tout ça. Il doit s'adapter à toutes les situations pour faire face à son travail, pour bien faire son travail, pardon. Pour le faire, donc, il a besoin d'un ensemble de savoirs. Donc, premièrement, savoir reproduire l'ensemble de connaissances acquises, d'expériences vécues. Donc il a besoin de développer des connaissances. Généralement, quand vous accédez à un centre d'appel, vous bénéficiez d'une formation initiale sur laquelle vous allez être formé sur le produit à vendre, l'entreprise, les techniques de vente, si vous allez vendre, le script, tout ce qui concerne l'activité, que ce soit pour les appels entrants ou les appels sortants. Vous serez armé de tout, vous aurez toutes les informations nécessaires pour bien faire votre travail. Il y a même des centres d'appel qui font des formations qui concernent aussi la culture française, parce que généralement vous travaillez avec des clients français, donc vous aurez à connaître leur culture. Ça dépend du domaine d'activité. Si vous travaillez pour un opérateur télécom, donc vous devez connaître l'environnement concurrentiel, donc l'ensemble des opérateurs télécoms, vous devez connaître leurs offres, vous devez avoir un ensemble d'informations pour vous situer dans cet environnement concurrentiel. Donc
vous aurez toutes les informations et il faut aussi être formé sur la culture française. C'est très important. Le deuxième savoir, c'est le savoir-faire. C'est pratique aisée d'un art, d'une discipline, d'une profession, d'une activité suivie. Là, vous aurez à développer votre compétence et à utiliser une méthodologie bien précise pour savoir faire votre travail comme il faut. Et vous avez aussi le savoir-être. C'est votre capacité à s'adapter, à ajuster ses comportements, à être à l'écoute des autres et réceptif aux informations. Donc c'est l'ensemble des types de savoir qu'il vous faut pour bien faire votre travail autant que téléconseiller. Pour des appels entrants, si vous travaillez pour un service client par exemple, ou dans le cas des appels entrants, normalement vous avez une structure d'appel qui est la suivante. Donc au début, la première étape, vous avez l'accueil, donc la prise de contact, identification, authentification du client. Là, vous allez passer à la proposition de service. Donc allez, oui, bonjour, vous identifiez le client, que puis-je faire pour vous? Vous passez à la deuxième étape qui est la découverte, vous posez des questions, vous reformulez pour s'assurer que vous avez bien compris la demande du client, vous validez. La troisième étape, c'est la proposition. Donc c'est là où j'explique au client la situation, je propose la solution et avec la mise en avant du bénéfice client, s'il y a des objections, je vais les traiter et je passe à la quatrième étape qui est la conclusion avec une initiative de la prise de congé, la reformulation de synthèse, s'assurer que le client est satisfait et à la fin, prise de congé. Donc vous avez cette structure normalement que vous devez respecter pour garder votre directivité. La directivité, c'est le fait d'avoir la capacité de mener l'entretien. C'est pas le client qui va le faire, c'est à vous de le faire. Des fois, vous tombez sur un client bavard. Si vous le laissez parler, il va vous perdre votre temps. Il y a d'autres clients qui sont en attente, qui veulent aussi vous parler. Ils ont des demandes, des réclamations, etc. D'où la nécessité en fait de respecter cette structure pour un appel entrant. La prise de contact, au niveau de la prise de contact dont je représente la société, l'objectif c'est de sortir de l'anonymat. Ça rassure le client qu'il est bien en bon service. Je vais l'identifier, ça va me permettre d'accéder à son dossier. J'assure aussi au client la confidentialité de ces informations. Et je fais aussi une transition naturelle qui permet au client d'exprimer son besoin et je garde toujours mon sens de directivité. Je pose les questions parce que ça me permet de montrer mon intérêt. Ça permet aussi de créer un climat chaleureux et propice au dialogue. Ça permet d'affiner le diagnostic pour bien comprendre la demande du client et ça me permet toujours de conserver ma directivité. La question des fois, ça me permet de rediriger un client, de le recadrer. Par exemple, un client qui parle beaucoup, qui parle trop, je lui pose la question, ça me permet de le rediriger vers là où je veux pour garder ma directivité. La reformulation, ça permet de montrer à l'interlocuteur qu'il est écouté et compris. Je valide sa demande, que j'ai bien compris. Ça permet d'aider l'interlocuteur dans sa réflexion en lui renvoyant les éléments essentiels de sa demande. Ça permet aussi d'accéder à de nouvelles informations. Des fois, je reformule pour vérifier si j'ai bien compris le client. Là, le client m'écoute, il s'aperçoit qu'il a oublié quelque chose, il le rajoute. Donc ça permet d'avoir de nouvelles informations. Et ça me permet aussi de valider ensemble avec le client la compréhension de la demande. Pour toutes ces étapes, normalement, vous avez le script qui est affiché sur votre position et vous avez l'ensemble des conseils, ce qui est essentiel à faire pour ne pas l'oublier. Normalement, il est affiché sur votre position
et vous avez été formé sur tous ces points. L'explication de la situation au client, ça permet aussi de montrer la prise en charge de l'interlocuteur. On s'adapte à son profil. Ça permet d'impliquer l'interlocuteur dans la démarche et de le freiner lors des manipulations. Comme je vous ai dit, ça permet toujours d'être directif. Je propose la solution, je réponds à la demande du client et je démontre mon professionnalisme et mes compétences. En ce qui concerne la prise de congé, je prends toujours l'initiative quand l'essentiel est fait pour ne pas perdre du temps. Donc ça permet de garder la directivité, d'éviter les moments de flottement en fin d'appel. Ça permet de limiter les tics de langage en fin d'appel et ça permet de réduire le temps d'appel. C'est très important pour le respect des objectifs. La formulation de la synthèse, c'est le fait de donner au client les éléments clés de l'entretien, prix, délai, démarche, etc. Ça permet de confirmer la solution apportée, de rassurer et de laisser une image positive et professionnelle. La prise de congé, ça permet de représenter la dernière image de marque laissée en fin d'appel, c'est très important. Le client, il se souviendra de vous. Et ça permet de montrer la disponibilité du service client et du conseiller client. Fidéliser le client, ça permet de créer une ambiance chaleureuse et avec des formules de courtoisie. L'essentiel, il faut faire attention au rythme, présence et au volume de votre voix. Ça permet d'être compris par l'interlocuteur, de pouvoir accentuer sur des points importants, surtout quand on parle du prix, du bénéfice client. Donc vous jouez avec votre rythme de voix. Ça permet d'adopter une attitude sereine et souriante. Les intonations sont très importantes. Faire prendre conscience au téléconseiller que le ton est aussi important que les mots utilisés pour faire passer un message. Surtout que les clients ne vous voient pas, ils vous entendent. Et il faut mettre l'accent sur ce qui est important et sur ce qu'il faut retenir. En termes de débit, il faut faire attention à votre débit et à votre articulation. Pour les gens qui ont des problèmes d'articulation, vous avez des exercices sur internet à faire pour améliorer l'articulation. Ça permet d'être audible au téléphone. Il faut respirer et prendre le temps. Ça vous permet de vous faire comprendre. La mise en attente, si jamais vous allez mettre le client en attente, il faut l'avertir. Il faut avertir le client le temps de patience qu'il doit nous consacrer. Il faut lui dire que vous allez le mettre en attente et vous devez préciser le temps. Rassurer le client, il ne patiente pas dans le vide. Il sait que son interlocuteur cherche la solution. C'est un outil pour la gestion aussi du stress. Ça permet de marquer à nouveau sa présence lors de la reprise d'appel et permet de respecter la personnalisation de l'appel. Quand vous reprenez le client, il faut le nommer Monsieur X, je vous remercie d'avoir patienté. Je reprends l'appel avec vous et vous continuez. La personnalisation, quand vous prononcez le nom du client, ça permet de créer une relation de proximité. Ça permet de valoriser l'interlocuteur, d'instaurer une ambiance chaleureuse et de confiance. Et appuyer le fait que le client est unique et que nous le connaissons. C'est très important. Il faut pratiquer de l'écoute active. Ça permet de comprendre la demande du client, d'identifier les éléments clés factuels. Ça permet de rester concentré, de montrer votre dynamisme. Et il faut pratiquer aussi de l'empathie. Il faut comprendre le client, il se met à sa place. Ça permet d'accorder de l'importance au client, comprendre ses réactions, d'instaurer un bon relationnel et de le mettre en confiance, et ça permet de démontrer aussi son intérêt. Il faut rester positif, donc il y a des choses à ne pas dire. À la place par exemple de dire vous ne pourriez pas, donc il vaut mieux dire je vous propose de. À la place de ne quittez pas, il vaut mieux dire je vous demande de patienter. À la place de dire je ne sais pas, vous êtes un professionnel, il vous appelle, donc le fait de dire je ne sais pas, ça passe pas. Il vaut mieux dire je me renseigne immédiatement, il n'y a aucun mal. Si le client vous pose une question sur quelque chose que vous ne connaissez pas, ne dites jamais je ne sais pas.
vous avez la possibilité de le mettre en attente. Vous lui dites, monsieur, si vous permettez, je vais vous mettre en attente 2 petites secondes, je me renseigne et je vous reprends. D'accord, monsieur? Il va vous dire, ok, vous le mettez en attente et vous vous renseignez de la part de votre supérieur. Il vaut mieux dire, comptez sur moi, au lieu de dire, ne vous inquiétez pas. Pas avant le, il vaut mieux dire dès le, et vous prononcez la date. Je n'y peux rien, c'est pas professionnel, il vaut mieux expliquer la raison de la situation au client. On m'a dit que, ça revient à personne, il vaut mieux dire je constate, on va vous appeler, qui va l'appeler? Il vaut mieux dire je vous propose de vous rappeler le, il faut préciser la date et l'horaire. C'est à quel sujet? C'est pas bien de dire à quel sujet, il vaut mieux dire vous me précisez la raison de votre appel, s'il vous plaît. Vous avez sûrement mal compris. C'est pas du tout bien de dire ça au client. Il vaut mieux dire je me suis sans doute mal exprimé, monsieur. Voilà, je vous réexplique. Vous ne savez pas quand je peux le joindre. Il vaut mieux dire pouvez-vous me dire à quel moment je peux le joindre? C'est dans le cas où vous tombez sur une secrétaire. Personne n'a plus de questions. Il vaut mieux dire avez-vous d'autres questions? Donc des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Il faut choisir vos expressions et de rester positif. En ce qui concerne aussi les questions, donc là c'est un tableau qui regroupe un ensemble d'exemples. Au lieu de dire par exemple ne voulez-vous pas, il vaut mieux dire voulez-vous. Donc vous inversez le sujet. C'est une bonne manière de poser vos questions. Donc là vous avez un ensemble d'exemples à prendre en considération. Pour les appels sortants, quand vous appelez les clients par exemple dans l'objectif de vente, vous avez des fondamentaux, vous avez la méthode AIDA, A, attirer l'attention, I, inspirer l'intérêt, D, déclencher le désir, A, aboutir à l'adhésion. Pour la première étape, donc vous vous présentez, vous tombez sur une secrétaire, donc vous avez normalement un ensemble de techniques que vous allez apprendre soit en formation ou avec l'expérience, comment franchir les barrages pour avoir votre interlocuteur. Vous devez l'identifier, vous communiquez le contexte de l'appel, vous vérifiez la disponibilité parce que vous avez une présentation à lui faire, donc vous vérifiez si elle est disponible pour qu'il puisse vous écouter, surtout pour les clients professionnels. Après, vous présentez l'objet de votre appel, vous utilisez des phrases d'accroche, vous diagnostiquez, vous posez des questions pour découvrir les besoins. Ensuite, vous allez présenter l'offre, vous argumentez. Il y aura des questions et des objections auxquelles vous allez répondre. À la fin, vous reformulez, fiabilisez l'engagement, vous validez la satisfaction et vous allez conclure chaleureusement de façon personnalisée. Ça, c'est un exemple de script. Quand vous appelez un client, bonjour, vous prononcez le nom, le prénom, votre nom, votre prénom. Oui, bonjour, je suis de la société internet, je souhaite parler à monsieur. Vous prononcez son nom. Donc là, la secrétaire va vous dire qu'il est absent. Vous lui dites à quel moment me conseillez-vous de le rappeler, s'il vous plaît. Soit vous tombez sur l'interlocuteur, mais il n'est pas disponible. Et vous lui dites, très bien monsieur, dites-moi à quel moment je peux vous contacter. Vous contactez, vous êtes disponible le matin ou dans l'après-midi, vers 10h ou 11h. C'est à vous de préciser, de suggérer un créneau. Dans ce cas, je vous rappelle demain à 10h, je vous souhaite une bonne journée. L'accroche, vous pouvez dire par exemple, comme vous le savez, la société Internet, leader sur le marché des fournisseurs d'accès Internet, propose chaque jour des solutions innovantes. Aujourd'hui, je vous appelle pour vous faire part de notre dernière nouveauté. Vous êtes bien équipé d'un PC, monsieur? Ensuite, vous passez à la découverte et vous avez déjà une connexion. La découverte, c'est généralement vous poser des questions pour connaître la situation actuelle du client, pour pouvoir lui proposer quelque chose qui s'adapte à sa situation. Vous êtes déjà engagé jusqu'à quelle date? Êtes-vous satisfait de votre formule actuelle, etc. Et à la fin, vous passez à la proposition. Si je vous ai bien compris, monsieur, vous êtes aujourd'hui équipé. Donc, vous reformulez ce que vous avez découvert. Ça permet de valider que c'est bien le cas. S'il y a d'autres choses plus importantes que le client a oublié, il va intervenir pour vous le dire.
Ensuite, après la proposition, donc vous passez au closing. Je vous explique, monsieur, en souscrivant aujourd'hui à mon offre, vous profiterez d'ici 3 semaines de tous nos services, le pack sécurité, la Wi-Fi et surtout un technicien à votre service dès que vous avez des questions. Je vous fais profiter de mon offre. Et à la fin, vous validez l'accord du client et vous passez à la prise de congé pour conclure votre appel. Ce qu'il faut savoir, c'est que les spécialistes, par rapport à ce script, par rapport aux étapes de la vente et le discours, tout ça, vous l'aurez quand vous accédez dans un centre d'appel. Vous allez être formé. Généralement, le premier mois, ça va être que soit pas une semaine, 2 semaines de formation initiale. Vous allez faire aussi des écoutes à côté des gens qui sont là avant vous pour savoir comment ça marche en réalité, avant de passer ou de recevoir vos premiers appels. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la communication au téléphone a des techniques et des principes de base. Les spécialistes de la communication s'accordent sur le fait que 70% du message passe par la communication non verbale et 30% par le contenu du message. C'est ce qui fait la difficulté de la communication au téléphone. Ce que nous disons a de l'importance, mais la manière de le dire, les gestes qui l'accompagnent, le regard, le ton de la voix sont autant de signaux que notre interlocuteur va capter et interpréter. Donc le client, il ne vous voit pas. Donc les 70% de la communication verbale ne sont pas là. Vous n'avez que 30%. Et ça passe, donc le non-verbal est remplacé par le ton, par votre voix. Donc au téléphone, le client ne vous voit pas. Votre seul outil, c'est votre voix qui remplace les 70% de la communication non-verbale. Et 30% passe par le discours. Et pour gérer et assurer une bonne relation au téléphone avec les prospects, vous devez mettre en œuvre les fondamentaux de la gestion de la relation client au téléphone qui regroupe la voix, le discours et les attitudes. Un autre point essentiel, c'est la déperdition de l'information à prendre en considération. Le 100% du message est représenté par ce que l'on veut dire. Après 70%, ce que l'on dit réellement. 60%, c'est ce qui est entendu. Il reste 50% du message, c'est ce qui est écouté. Il reste que 40% de ce qui est écouté, donc on a retenu ce qui est compris, c'est 40%. On retient que 20%. Et ce qui est répercuté, c'est 10%. Donc l'information, il y a une déperdition d'informations à prendre en considération pour que le client puisse bien comprendre ce que vous lui avez dit. Les fondamentaux de la gestion de la relation client donc, sont représentés par le triangle magique. On a la voix, le vocabulaire et l'attitude. Donc pour la voix, on a dit 70% de votre communication téléphonique passe par la voix. Vous devez avoir un débit approprié. C'est normalement 130 mots par minute. Si vous êtes lent, vous êtes ennuyeux. Si vous êtes rapide, le client risque de ne pas vous comprendre. Par rapport au rythme, donc vous devez avoir un rythme synchronisé, des intonations variées, une bonne articulation et un volume adapté. Pour le vocabulaire, donc vous avez 30% de votre communication qui passe par le vocabulaire. Vous devez pratiquer la règle des 4C pour avoir un discours clair, court, concret et cohérent avec l'usage du présent, l'usage du je ou du nous, avec un discours positif. Et les attitudes aussi sont très importantes en termes de dynamisme, personnalisation d'appel, directivité, écoute et empathie, sans oublier le sourire. Donc ces fondamentaux sont très importants à prendre en considération. C'est ce qui va permettre de réussir votre prise d'appel. Ça va vous permettre d'avoir une écoute active, faire preuve d'empathie, avoir et garder votre directivité. Vous allez respecter la durée moyenne de traitement.
Quand vous travaillez, vous aurez des objectifs qualitatifs et quantitatifs. Donc pour pouvoir traiter plus d'appels et garder et améliorer sa productivité, vous avez des règles à respecter en termes de durée moyenne de traitement de chaque appel. Ça va vous permettre aussi de donner un rythme à l'appel, de dynamiser l'appel, d'avoir un langage positif, avoir un discours clair, parler au présent. Ça va vous permettre de démontrer votre professionnalisme, de satisfaire le client efficacement et de gagner en assurance. D'où l'intérêt de respecter les fondamentaux de la gestion de la relation client au téléphone. Il faut savoir qu'un appel téléphonique ne s'improvise pas. C'est pour ça que vous devez rester concentré sur vos fiches clients, sur vos objectifs et d'être préparé moralement et d'adopter une attitude de vainqueur et de professionnel passionné par l'atteinte de ces objectifs. L'attitude joue un rôle très important dans votre prise d'appel, surtout si vous êtes dans une activité de télévente. Mais généralement c'est très important que ce soit dans les appels entrants ou les appels sortants. La réussite d'un appel, d'un entretien, c'est 10% de chance, 10% de talent, mais c'est 80% de préparation. Vous devez rester souriant. Le sourire que tu envoies revient vers toi. Le sourire est aussi contagieux et les gens souriants semblent être plus confiants et vous avez besoin d'inspirer confiance à votre interlocuteur pour qu'il puisse vous parler d'une manière plus à l'aise, pour vous faire confiance, pour vous suivre, pour vous écouter, pour vous accorder le temps dont vous avez besoin pour expliquer votre offre, surtout dans le cas de la vente, et pour que vous puissiez le convaincre. Il faut être empathique, surtout dans une approche d'appel sortant, quand vous appelez les clients. Donc vous aurez appel à des clients qui sont furieux, qui sont en colère, qui vont peut-être vous insulter, puisqu'ils reçoivent beaucoup d'appels chez eux, surtout les particuliers. Vous n'êtes pas les seuls qui appellent ces prospects par téléphone. Il faut comprendre le client quand il en parle et adopte une attitude négative. À vous d'expliquer l'intérêt de votre appel et la valeur de ce que vous proposez pour le client. Il faut susciter la curiosité du client, démontrer votre professionnalisme, créer la différence en montrant au client la valeur de la proposition et tout cela passe par votre voix qui doit être rassurante avec un discours clair, concis et une bonne attitude positive. Vous aurez à poser plein de questions au client, surtout dans la phase découverte pour cerner son besoin et connaître sa situation. Il ne faut pas avoir honte à poser des questions. Celui qui pose une question risque de passer pour un sot. Celui qui n'en pose pas est sûr de le rester. Il faut savoir qu'on apprend beaucoup en posant des questions et surtout on a plus de chances d'obtenir des réponses. Donc il faut poser vos questions. Le client vous orientera souvent vers le bon raisonnement. Sur les types de questions, vous avez des questions fermées, ouvertes, alternatives, retour. Exemple, avez-vous bien reçu votre modem? Qu'est-ce que vous entendez par retard de livraison? Que pensez-vous de notre dernière offre? Préférez-vous payer par carte bancaire ou par chèque? Donc, il faut user des questions et poser toutes les questions pour avoir les réponses dont vous avez besoin. Pour connaître les besoins du client, dans le cas d'une vente, n'oubliez pas la typologie sans casse. On a sécurité. Le client, il cherche la sécurité, il a peur du risque, il veut être rassuré, il aime réfléchir, il essaye, hésite. Il y a l'orgueil. Le client cherche le prestige, il cherche à se démarquer des autres. Nouveauté. Le client souhaite avant tout être à la pointe du progrès, il est curieux, dynamique, il aime les expériences nouvelles, il cherche le confort, il cherche le minimum d'effort, le maximum de bien-être, il veut la simplicité d'utilisation, il s'intéresse à l'argent, il cherche des économies, le rapport qualité-prix, il veut de la sympathie, il est sensible aux liens affectifs qu'il établit avec la marque, le produit. Donc vous devez prendre tout ça en considération. C'est les
la typologie de facteurs qui déterminent les besoins des clients. Donc si à travers les questions que vous posez au client ou à travers son discours, vous constatez qu'il est sensible à la sécurité, il a un orgueil, il cherche le prestige, il cherche les nouveautés, donc à vous de découvrir quel est l'élément le plus important que vous allez utiliser, sur lequel vous allez vous appuyer par la suite dans l'argumentation et la présentation de votre produit. En termes d'objection, on ne combat pas une objection. Une objection, c'est un élément de dialogue. Donc il faut traiter toutes les objections. Il est tout à fait normal qu'un client présente une objection. Ce n'est pas contre vous. Vous ne devez pas le prendre contre vous. Il a juste besoin d'être rassuré, convaincu, qu'on lui explique le but de l'appel et la valeur de la proposition. Généralement, des téléconseillers, surtout dans des projets de vente, ils prennent mal ces objections. Ça les rend furieux. Il ne faut pas perdre votre attitude positive parce que sinon vous allez foirer vos appels. Quand le client présente une objection, par exemple, ça ne m'intéresse pas, il raccroche, ne vous découragez pas, restez positif et empathique. Ne perdez pas votre énergie et votre dynamisme sur ça. Vous en aurez besoin pour d'autres clients disponibles à vous écouter. Donc il faut être persévérant et dynamique. Généralement, j'appelle le premier appel, le client il me dit ça m'intéresse pas, il raccroche. Il n'écoute même pas l'objet de mon appel. Je peux tomber sur 5 clients de suite qui répondent comme ça. Donc je ne dois pas perdre mon énergie et mon dynamisme. Je dois rester positif parce que peut-être je vais tomber sur le 6e client qui sera prêt à écouter. Mais si j'ai déjà perdu mon positivisme et mon dynamisme avec les 3 clients qui m'ont raccroché au nez, j'ai plus d'énergie, ni de positivité, ni d'énergie pour convaincre ce client qui est disponible à m'écouter. Face à une objection, donc le conseiller doit éviter d'entrer dans un processus conflictuel qui pourrait bloquer l'entretien de vente et détériorer la relation client. Le conseiller ne doit pas considérer l'objection comme une attaque personnelle, mais comme une interrogation du client vis-à-vis du produit. Il a besoin d'être rassuré, d'avoir plus d'informations. Il est important pour le conseiller de faire preuve d'écoute et d'empathie pour mieux comprendre et mieux convaincre. Quand le client fait une objection, je ne dois pas l'interrompre. Je le laisse finir son objection et quand il finira, à ce moment-là, j'interviens avec calme, avec dynamisme et énergie et je lui explique pour que je puisse le convaincre. Donc, je dois d'abord identifier l'objection, je dois la valoriser, je dois chercher à comprendre. Ensuite, je confirme la compréhension en reformulant, je traite l'objection et personnalisée et je contrôle l'effet de ma réponse. Donc, je repère l'objection, je laisse le client exprimer complètement son objection, je l'écoute avec intérêt, j'accepte l'objection, je pose des questions s'il le faut pour approfondir, pour mieux comprendre, j'accuse la réception des réponses apportées par le client. En fait, monsieur, vous pensez que c'est bien cela? Ok, je comprends, je reformule, je traite l'objection suivant le cas, je personnalise la réponse par rapport au cas du client et je contrôle les faits. À la fin, je peux lui dire « Ai-je bien répondu à votre attente, monsieur ?» Comme ça, je valide les faits de ma réponse. Donc, l'identification de l'objection, il faut savoir qu'il y a des objections fausses et des vraies objections. Des fois, le client, il vous dit « Je vais réfléchir », mais ce n'est pas la bonne objection. Donc, je vais approfondir pour préciser pour chercher la bonne objection. Et je vais lui dire, par exemple, quelles sont les caractéristiques de ce produit qui vous dérange, monsieur? Par quelle raison vous avez besoin du temps pour réfléchir? Je peux lui poser des questions pareilles pour savoir quelle est la vraie objection cachée derrière le « je vais réfléchir ». Après, nous avons des objections sincères et non fondées, ou bien une objection sincère et fondée. L'objectif, c'est de détecter la bonne objection, de la comprendre
Et sur la base de cette compréhension, j'apporte mes arguments. Au moment de la découverte, quand vous posez vos questions au prospect, il faut prendre des notes. Écrire, c'est écouter 2 fois et ça vous permet de vous souvenir de toutes les informations reçues lors de l'entretien, sans sélection arbitraire de votre cerveau. Ça vous permettra en fait d'utiliser toutes ces informations par la suite lors de l'argumentation. Il faut être persévérant, positif et dynamique. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. C'est très important, surtout dans le cadre des projets de télévente. Il faut créer un contact humain avec les prospects et toucher leurs émotions. Pour que vous vous intéressiez à moi, il faut que je vous parle de vous. On a tous une part égocentrique en nous. Ramenez le débat aux intérêts personnels du client afin de lui montrer votre considération. Toucher les émotions et créer un lien émotionnel avec les clients et les prospects, c'est très important et ça vous permettra de créer un lien humain avec le client. Il va vous écouter par la suite. Le dynamisme passe par la voix. Il démontre notre état d'esprit et traduit notre enthousiasme, notre conviction ainsi que notre volonté de renseigner le client. Donc n'oubliez pas que dans le triangle magique des fondamentaux de la gestion de la relation client, on a la voix, le vocabulaire et les attitudes. Donc vous avez la voix qui est très importante. C'est à travers la voix qu'on peut constater si vous avez de l'énergie ou non, si vous êtes dynamique ou non, si vous êtes souriant ou non. Il faut jouer sur votre voix pour montrer votre enthousiasme et votre conviction et la volonté de renseigner le client. Donc généralement dans le centre d'appel, vous avez un superviseur, un manager qui va vous accompagner. Ces 3 rôles sont les suivants. Donc il doit piloter le projet, il doit gérer les compétences et la qualité de son équipe et gérer son équipe. Pour le pilotage du projet, donc il doit connaître et tenir les objectifs quotidiens et s'assurer que l'on a les ressources, les moyens de production nécessaires pour tenir les flux d'appels. En cas de difficulté, il doit analyser, alerter, proposer et mettre en œuvre des plans d'action. En termes de gestion des compétences et de la qualité, c'est à lui de maintenir sa propre compétence d'abord. Il doit prendre des appels avec vous pour vous montrer l'exemple. Il doit suivre et améliorer la qualité de la prestation de son équipe, remonter des anomalies si on a, réaliser les remontées terrain vers le chef de projet, son supérieur. Et en termes de la gestion de l'équipe, c'est à lui d'informer son équipe sur les objectifs. Vous avez des objectifs qualitatifs et quantitatifs sur la performance, sur l'actualité client, sur les projets. Et vous avez aussi, il a aussi le rôle de connaître et de motiver et de fidéliser son équipe et d'instaurer une relation de proximité, faire respecter les valeurs de l'entreprise, appliquer la discipline et gérer les conflits. En termes d'indicateurs, vous avez un ensemble d'indicateurs pour les projets commerciaux. Vous avez par exemple les contacts argumentés par heure. C'est le nombre de refus plus les accords divisé sur les heures de log. Quand vous appelez des clients, il y a des refus, il y a des accords. Donc l'ensemble de ces refus et des accords divisés sur les heures de log de travail, ça vous donne les contacts argumentés par heure. Vous avez le taux de vente, vous avez le taux d'exploitation du fichier, vous avez un fichier de prospect, donc on va voir le nombre de contacts argumentés. Divisé sur le nombre total des fiches, ça permet d'avoir une idée sur le taux d'exploitation du fichier. Vous avez des contacts non argumentés sur le fichier prospect qui regroupe les clients que vous appelez. Vous avez des faux numéros des fois, vous avez des doublons, ça veut dire une fiche client qui se répète plusieurs fois, 2 fois. Vous avez des hors cibles, ça veut dire que le contact qui figure sur le fichier ne fait pas partie de votre cible par rapport au projet dans lequel vous travaillez. Vous avez des clients qui refusent de vous répondre.
L'ensemble de ces cas divisé sur le nombre total de fiches vous donne une idée sur le taux de contact non argumenté. Généralement, c'est des indicateurs qui intéressent le superviseur. Pour les services d'appel sortant, vous avez d'autres indicateurs. Vous avez le volume, la productivité, la qualité. Le volume, ça permet de mesurer la capacité à traiter le nombre d'appels, de mails, de courriers prévus. Productivité, c'est pour mesurer la capacité à travailler vite, pour répondre vite aux consommateurs et pour garantir la rentabilité des activités. En termes de qualité, ça permet de mesurer la capacité à rendre le consommateur satisfait du traitement de sa demande. Donc pour le volume, on a généralement pour les 3 leviers, vous avez des indicateurs superviseurs et des indicateurs projets. Pour le volume, on a la qualité de service et l'écart entre le planifié et le réalisé, le taux d'absentisme. Pour la productivité, on a le nombre d'appels traités à l'heure de log, la durée moyenne de traitement, efficiency, le taux d'occupation, ou bien la durée moyenne de traitement, le taux d'occupation. Pour la qualité, on a par exemple la satisfaction client, SATCLI, le once and done. Nous avons aussi des notes. Vous passez des quiz des fois pour voir si vous êtes à jour par rapport aux informations concernant votre projet. Vous avez aussi des écoutes, le superviseur ou bien le service qualité va vous écouter pour voir si vous appliquez les consignes, si vous appliquez tout ce qu'on vous demande de faire, si vous traitez bien les demandes clients, etc. Donc nous avons par exemple la qualité de service client, c'est le nombre d'appels traités divisé sur le nombre d'appels entrants. Le but du service client, c'est de maximiser cet indicateur, c'est-à-dire de prendre un maximum d'appels qui se présentent réellement. Nous avons par exemple le taux d'absentisme, c'est le nombre d'heures d'absence, de retard, de départ anticipé. Les départs anticipés, c'est par exemple, vous travaillez l'après-midi, vous avez 4 heures, vous avez travaillé 2 heures, vous avez un malaise, vous devez quitter, vous demandez un départ anticipé. Donc ces éléments, on les divise sur le nombre d'heures travaillées prévues. Cet indicateur quotidien, il permet de voir quel pourcentage de ressources le superviseur a perdu en raison des absences, retards et départs anticipés. Donc chaque superviseur a des indicateurs qu'il doit surveiller et doit informer ses superviseurs de ces indicateurs, soit d'une manière quotidienne ou hebdomadaire. En termes de DMT, donc je vous donne l'exemple. Sur une journée, Omar par exemple a été logué 6 heures. Il a traité 60 appels de cette journée. Donc sa durée moyenne de traitement est de 3 minutes. Omar a fait 3 heures de traitement, soit une occupation donc de 50%. C'est 3 heures de traitement sur 6 heures de log. Ça, c'est la durée moyenne de traitement et par rapport au taux d'occupation. Vous avez aussi la DMC, c'est la durée moyenne de communication. C'est un indicateur très important à surveiller de la part du superviseur pour qu'il puisse augmenter votre productivité. C'est le temps de valeur ajoutée. C'est le moment où le conseiller réalise le service que demande le consommateur. C'est généralement dans le cas des appels sortants. Par exemple, débloquer un consommateur qui est bloqué sur un accès internet ou répondre à une question sur une facture. Vous avez aussi l'after call. C'est le temps pour historiser l'appel. C'est le temps qui vient juste après que le client a accroché. Vous avez une durée de temps pour historiser l'appel, pour qualifier la fiche client. C'est une étape indispensable pour la suite de la vie du client. Donc vous devez historiser l'appel, mettre toutes les informations dedans. Donc, si jamais le client il rappelle, il tombe sur un autre conseiller, le conseiller accède au dossier, donc il a une idée sur le traitement que vous avez déjà effectué avec lui. Cette durée, ce temps d'afterwork doit au maximum être parallélisé avec la communication. Vous ne devez pas prendre beaucoup de temps après la fin de l'appel pour être prêt à recevoir de nouveaux appels, surtout dans le cas d'un service client par exemple. S'il y a beaucoup d'appels, vous avez des clients en attente,
il ne faut pas que cette durée d'attente soit au maximum. Vous avez aussi la mise en attente, donc c'est le temps pendant lequel le conseiller fait attendre le consommateur en ligne pour poser une question à un manager. Par exemple, le conseiller demande à son sup une réponse technique qu'il n'a pas réussi à trouver dans ses outils, dans ses procédures. Cette durée aussi de mise en attente ne doit pas dépasser certains niveaux. Après, vous avez le once and done, c'est la mesure de la capacité à résoudre des appels du premier coup. C'est fondamental pour les consommateurs d'éviter de rappeler plusieurs fois. Et pour nos clients, ça permet aussi d'améliorer le once and done et de réduire directement le nombre d'appels qui sont facturés. Pour la satisfaction client, généralement, vous avez pour le service assistance technique, le client il appelle, vous l'assistez, vous arrivez à résoudre le problème. Normalement, dans certains services, il reçoit un questionnaire directement après l'appel sur sa boîte mail. On va lui poser des questions, voir s'il a été satisfait du traitement. Donc, si vous traitez vos clients avec satisfaction, vous aurez une note. Sur la base de cette note, vous aurez peut-être des primes. Le travail dans les centres d'appel est un travail que peut-être certaines personnes dévalorisent. Mais d'après mon expérience professionnelle, je peux vous dire que c'est une activité professionnelle qui exige beaucoup de qualité. C'est un secteur d'activité dans lequel vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez apprendre les techniques de communication, que ce soit en appel sortant ou en appel entrant. Dans les appels sortants, donc vous avez vu, c'est généralement de la réception d'appels pour assister des clients, pour répondre à des réclamations et à des demandes de renseignements, etc. Vous allez apprendre les techniques de communication, vous allez apprendre l'écoute active, vous allez apprendre à être directif, à gérer vos entretiens au téléphone. Vous allez apprendre beaucoup de choses aussi en ce qui concerne la culture française. Vous allez peut-être améliorer votre niveau de langue française. En ce qui concerne les appels sortants, vous allez devenir un très bon commercial. La vente au téléphone exige beaucoup de qualité et les mêmes compétences que la vente directe en face à face. Mais au téléphone, comme je vous ai expliqué, le client ne vous voit pas, donc vous n'avez pas le gestuel, vous n'avez pas la communication non verbale. Donc vous n'avez que votre voix qui doit transmettre votre sourire, qui doit transmettre votre chaleur humaine, toutes vos attitudes, votre énergie, votre enthousiasme, etc. C'est vraiment un secteur d'activité dans lequel vous allez apprendre beaucoup de choses en termes de communication, en termes de vente, les techniques de vente, comment gérer un entretien de vente, etc. Vous allez suivre des formations initiales, des formations continues pour améliorer vos compétences. Ça dépend des structures. C'est vrai qu'aujourd'hui nous avons des petites structures qui donnent une image dévalorisante du secteur d'activité, mais si vous avez la chance d'intégrer une organisation bien structurée, vous allez voir, c'est un secteur d'activité dans lequel il y a de l'évolution. Vous pouvez passer d'un téléconseiller à un qualiticien, vous pouvez devenir un superviseur junior, un superviseur senior, vous avez la possibilité de devenir un chef de projet, vous avez la possibilité de devenir un responsable de plateau, un responsable opérationnel d'activité, un directeur de production, directeur d'unité, etc. Donc vous avez plein d'opportunités d'évolution. C'est un domaine aussi dans lequel on pratique un bon management, un management de proximité. Vous avez des structures qui vous proposent plein d'avantages, des salles de sport gratuites, des crèches, des espaces de détente, des cafétérias. C'est vraiment un secteur d'activité dans lequel vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc moi je vous conseille, pour les jeunes qui sont fraîchement diplômés, qui n'ont pas de travail pour le moment, pourquoi pas
intégrer un centre d'appel si vous avez un bon niveau de langue française. Vous avez aussi des centres d'appel aujourd'hui qui travaillent avec d'autres clients anglophones, même avec d'autres langues, espagnol, allemande, etc. N'hésitez pas à faire cette expérience, vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup de choses. Je vous souhaite bonne chance dans vos parcours. Et puis, par rapport aux entretiens, généralement, c'est le premier entretien, c'est par téléphone. Donc les centres d'appel font ça exprès. C'est d'abord pour tester votre niveau linguistique et votre manière de communiquer au téléphone. Vous allez voir après votre expérience au centre d'appel, vous aurez une manière différente de communiquer au téléphone parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Faites un test d'appeler par exemple le service des renseignements téléphoniques, le 160 de Maroc Télécom. Quand ils vont vous mettre en attente, des fois ils vont même pas vous le dire. Et finalement ils vont vous communiquer un faux numéro. Le niveau de qualité, je pense pas qu'il est à la hauteur. Si vous passez dans des centres d'appel bien structurés, vous aurez un œil différent sur toutes ces activités. Quand vous allez appeler par exemple le service client de votre opérateur télécom, vous allez voir les choses autrement et vous serez capable de détecter les lacunes de ces gens-là et au niveau de leur qualité de service. Voilà, donc j'ai essayé de vous donner un ensemble d'informations que vous devez connaître. Pour les indicateurs, c'est généralement ils diffèrent d'un projet à un autre et ça intéresse beaucoup plus le superviseur et les autres managers. C'était juste pour vous donner une idée sur ce qui se passe derrière votre travail pour comprendre son importance. J'espère que je vous ai donné des informations qui sont très importantes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir. À la prochaine.